On croit tous connaître IKEA, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on ne va pas monter un meuble, non, on va démonter pièce par pièce l'empire invisible qui se cache juste derrière. Ah, voilà, cette image, on la connaît tous. La fameuse grande boîte bleue et jaune. C'est un peu le phare des meubles pas chers et, bien sûr, des boulettes suédoises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette façade si familière se cache une machine. Une machine psychologique et logistique d'une complexité assez redoutable, vous allez voir. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? On entre chez IKEA pour acheter, disons, une seule étagère Billy. Et hop, on se retrouve à la caisse avec un chariot plein, des bougies, des cadres photos, un nouveau service de table. Alors non, ce n'est pas un manque de volonté de notre part. C'est fait exprès. C'est une conception totalement délibérée. Et cette expérience, eh bien, elle n'a absolument rien d'un hasard. En fait, c'est la toute première étape d'une stratégie hyper élaborée, ce qu'on peut appeler le labyrinthe organisé. IKEA, en fait, il casse complètement les codes. Vous savez, la liberté de se balader dans un magasin? Oubliez. Chez IKEA, dès qu'on passe la porte, on est aspiré dans un chemin unique. Un seum, un long serpentin qui nous force littéralement à passer devant chaque rayon. Et ce phénomène, ça a même un nom. Ça s'appelle le transfert de Gruen. L'idée, c'est que l'agencement du magasin est tellement déroutant qu'on finit par oublier notre objectif de départ. Et une fois qu'on est dans cet état de confusion un peu perdu, eh bien, on devient la cible idéale pour les achats d'impulsion. Et croyez-moi, cette méthode, elle est d'une efficacité redoutable. Tenez-vous bien, on estime que 60%, oui 60% de tous les achats chez IKEA sont des achats impulsifs. Ce n'est pas de la magie, non, c'est de la pure architecture psychologique. Mais attention, le labyrinthe, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une fois qu'on est dedans, IKEA déploie tout un arsenal de petites tactiques psychologiques pour s'assurer qu'on remplisse bien nos chariots. Alors, il y a par exemple l'effet bulla-bulla. Vous voyez ces immenses bacs qui débordent de petits articles pas chers? Ça crée une impression d'abondance, de bonne affaire à ne pas rater. Ensuite, il y a les miroirs. Ils sont placés super intelligemment pour qu'on se voit dans un décor, pour qu'on s'imagine déjà avec les produits. Et bien sûr, il y a ces fameuses pièces témoins, toutes meublées, qui nous aident à nous dire « Tiens, ça irait super bien chez moi ». Et puis, il y a l'arme secrète, la plus inattendue peut-être, le restaurant. Oui, le restaurant. Ingvar Kamprad, le fondateur, avait tout compris de la nature humaine. Écoutez un peu ce qu'il disait. Et ça, c'est pas juste une idée en l'air. Une étude de 2012 a montré un truc de fou. Les clients qui mangent au bistrot dépensent en moyenne 2 fois plus en meubles. C'est logique en fait, la nourriture n'est pas chère, ça renforce l'idée que tout est une bonne affaire et ça nous décomplexe pour dépenser plus. Ok, sortons du magasin un instant. Parce que la stratégie d'IKEA, elle ne s'arrête pas à la caisse. Non, elle nous suit jusqu'à la maison. Parce que l'étape suivante, l'assemblage, eh bien, ça fait entièrement partie du plan. Et là encore, ce n'est pas qu'une simple impression. C'est très sérieux. Des chercheurs, notamment de la Harvard Business School, se sont penchés sur ce petit sentiment de fierté qu'on a tous après avoir galéré, mais réussi à monter un meuble. Et ils ont appelé ça l'effet IKEA. C'est un biais cognitif assez puissant. Le simple fait de mettre la main à la pâte, de construire soi-même un objet, ça augmente sa valeur à nos propres yeux. Notre petite commode, même si elle est un peu bancale, on la trouve géniale. Pourquoi? Parce que c'est nous qui l'avons faite. C'est le travail qui crée l'attachement. Attention, il y a quand même une condition clé. Il faut arriver au bout. La recherche est très claire là-dessus. Si on n'arrive pas à finir le montage, l'effet IKEA s'évapore, disparaît. C'est vraiment le sentiment d'accomplissement qui est le moteur de tout ça. Bon, maintenant qu'on a parlé psychologie, on va toucher au cœur du réacteur IKEA. Parce que derrière tout ça, il y a l'innovation la plus connue de la marque, le fameux paquet plat. Et ça, ce n'est pas qu'une question de psychologie, c'est avant tout une arme économique massive, une question de pure logistique. Le génie du paquet plat, ce n'est pas juste de nous faire assembler les meubles nous-mêmes, non. Le vrai génie, c'est de refuser de transporter de l'air. C'est aussi simple que ça. Et en éliminant le vide, IKEA a complètement dynamité ses coûts de transport et de stockage. Et tout est là, dans cette formule. C'est le secret de tout le modèle IKEA. Plus de volume dans des paquets plats, ça veut dire des coûts radicalement plus bas. On met beaucoup plus de produits dans un seul camion, un seul container. Et c'est cette efficacité-là qui permet, au final, d'avoir des prix si bas. Mais alors comment est-ce qu'ils ont eu cette idée? Ce système si particulier, il n'est pas né d'un coup de génie dans un bureau. Non, l'empire IKEA s'est forgé dans la douleur, à cause d'une crise terrible qui a bien failli couler l'entreprise. Alors, petit retour en arrière. On est en 1943,
Ingvar Kamprad a tout juste 17 ans quand il fonde Ikea. Très vite, ses prix cassés dérangent la concurrence, à tel point qu'au milieu des années 50, tous les autres vendeurs de meubles en Suède s'allient contre lui. Ils organisent un boycott géant et interdisent aux fournisseurs de travailler avec Ikea. L'entreprise est au bord du gouffre. Et là, en 1961, Kamprad tente un coup de poker incroyable. Il va chercher des fournisseurs en Pologne, de l'autre côté du rideau de fer, en pleine guerre froide. Et là, c'est la révélation. Le résultat est juste spectaculaire. Il découvre que fabriquer en Pologne coûte quasiment moitié moins cher qu'en Suède. C'est fou, non? L'opération, qui était censée le tuer à sans le vouloir, crée son plus grand avantage sur tous ses concurrents. Et c'est toute l'ironie de l'histoire. En voulant l'isoler, ses concurrents l'ont poussé à voir plus grand, à penser au niveau mondial bien avant que ce soit la mode. Ce boycott n'a pas détruit Ikea. Il l'a rendu plus fort. Il a littéralement créé le géant mondial qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu provocatrice. Finalement, quand on pousse notre chariot dans le labyrinthe, qu'on mange des boulettes pour se donner du courage, et surtout qu'on charge les paquets plats dans notre voiture pour aller les monter à la maison, est-ce qu'on est encore juste un client? Ou est-ce qu'on est devenu, sans même s'en rendre compte, le tout dernier maillon, essentiel et gratuit, de l'immense chaîne logistique mondiale d'IKEA? Je vous laisse y réfléchir.